Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Qu'est-ce qu'on a assisté? On a assisté à un scénario un peu lunaire ce soir, waouh. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment, on se retrouve pour un nouveau débrief Ligue des Champions. On sort d'une rencontre avec l'Olympique de Merveille, on peut le dire, l'Olympique de Marseille qui nous a offert un scénario encore une fois rocambolesque, digne d'un film hollywoodien, d'un thriller, de tout ce que vous voulez. Alors oui, on va le dire, ce soir l'OM n'a pas été bon, l'OM est passé à côté de son sujet. L'OM est une équipe malade, une équipe qui a beaucoup de mal avec tous ses absents, qui même avec ce 11 titulaire n'y arrive pas. Mais on a pu le voir que forcément c'est compliqué hein, avec cette histoire d'arbitrage. On va y revenir très très longuement je pense parce que ça va être un fil rouge évidemment. Moi de mon point de vue je pense que j'ai commencé à lancer un petit sondage, j'ai envoyé, vous le savez, j'ai quelques amis qui sont dans l'arbitrage, je leur ai envoyé un message, donc si à tout moment dans la soirée ils le voient, j'ai envie d'avoir le cœur net, mais moi je vais directement évacuer le truc. Dans mon sens, il y a main tous les jours, parce que même si c'est la situation qu'on peut connaître, à savoir un rebond qui va sur la main, alors quand c'est le cas, quand c'est collé, quand c'est involontaire, mais là pour moi comme c'est un mauvais contrôle d'Ederson, et ça on nous l'apprend à l'arbitrage, quand c'est un mauvais contrôle d'Ederson et que la main n'est pas dans une position naturelle, pour moi, il y a penalty. Pour moi, il y a penalty, j'avoue que j'ai pas compris. Donc les Marseillais peuvent se sentir floués, volés, c'est dur. En sachant évidemment que d'un côté, il y a ce truc d'arbitrage qui est totalement fou et je m'en remets pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment il a même pas pu aller voir la VAR. Parce que là, vraiment, au moins, va checker les images. Parce que pour moi, là, tu vois, s'il y a eu le carton vert, bah franchement, j'aurais dégainé un beau carton vert, même s'il est plutôt, tu vois, violet, bleu, il est tout ce que tu veux. Moi, j'aurais quand même envoyé ça, quoi. Franchement, je pense que ça peut être une belle chose dans ce sens. Et il y a aussi eu cette situation où il y a le hors-jeu qui est sifflé pour Kristovic. C'est plutôt peut-être 50-50, parce que tu as l'impression que c'est peut-être plus une déviation d'un Marseillais, mais sur le pénalty c'est clair. C'est faux pipion, la main touche une partie du corps, avant c'est la règle. Non, alors l'ami, j'ai fait de l'arbitrage, donc je parle en connaissance de cause, je te le redis encore une fois, s'il y a le rebond classique qu'on connaît, que c'est un truc involontaire par exemple, je suis voilà, Bellanova, il y a une frappe de Greenwood qui arrive, que ça tape mon genou et que ça va sur ma main. Genre, tu sais, ça va trop vite. Genre, ma main, elle est comme ça, hop, ça fait genou-main. Là, du coup, tu vois, évidemment, c'est involontaire. Là, pour le coup, la main d'Ederson, qui était un petit peu dans une position, pour moi, elle est non naturelle. Et en plus, il fait un mauvais contrôle. Du coup, c'est lui-même qui s'emmène le ballon sur la main parce que c'est une faute technique. Pour moi, c'est penalty. Et je vous le dis, après, j'ai pas arbitré non plus j'ai arbitré en U17 NAS, j'ai arbitré quelques matchs voilà, en régional. J'ai pas été le plus grand arbitre. Je ne suis pas voilà, Monsieur Pereggi Colina. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, c'est penalty. Franchement, je vous le dis, j'ai pas compris comment il a pu revenir sur ça. Donc c'est dur à avaler pour l'OM. Et ce que j'ai dit à certaines personnes sur Twitter, c'est dur parce que en fait t'es passé à côté de ton match, faut le dire, l'OM n'a pas été bon, t'as été un peu largué. Dans beaucoup de secteurs du jeu, il y a des joueurs qui sont totalement passés à côté. Le plan de RDZ n'était pas bon. Pour moi, il fallait mettre Vermeuren d'entrée pour le contrôle du milieu de terrain. Et du coup, tu t'es un peu tiré une balle dans le pied. Mais autant perdre 3-0, autant, tu vois, on a été très très naze, on s'est fait rouler dessus. Mais là, pour le coup, il y a peut-être tu vois, cette excuse du dernier fait de jeu où tu peux voilà, aller là-dessus. Donc, je pense pour moi, les deux débats peuvent exister, à savoir l'OM n'a pas été bon et l'OM peut être hyper en mode rage hein, sur ce fait de jeu. Ça, je vous l'avoue que j'ai pas capté. Le fait qu'encore une fois qu'il aille même pas voir les images, ça me paraît fou quoi. Vraiment, c'est une aberration quoi. Je veux bien qu'on parle d'arbitrage, mais je suis désolé, l'OM n'a pas été capable de battre l'Atalanta malade à domicile, c'est une honte. Ah non mais on va être d'accord, les gars, hein, je le dis encore une fois, il y a penalty et il y a aussi une situation qui est ubuesque, où l'OM, franchement, passe à côté de son sujet, l'OM n'est pas bon en Ligue des Champions, l'OM est à 3 sur 12, l'OM se complique sérieusement la tâche, va falloir aller chercher des victoires contre Union Saint-Gilloise et le Club Bruges en Belgique, en sachant qu'on a vu déjà ces deux clubs faire de belles choses, et également tu as ces deux réceptions et de Newcastle et Liverpool. Alors c'est vrai,
mieux vaut les jouer à la maison qu'à l'extérieur. Mais là, c'est vrai que pour le coup, j'ai un peu... c'est dur. Ah, c'est dur. C'est terminé, tu joues Bruges, Newcastle, Liverpool. Faut voir les retours. Faut voir dans quel état d'esprit tu abordes ce sprint final. Mais ce qui est sûr, c'est que la séquence Sporting Atalanta, tu sors avec 0 points. Alors que finalement, tu as vu que les 45 premières minutes du Sporting où tu as fait du jeu, tu as été bon. Après, tu te fais plomber par des erreurs individuelles. Là, c'est l'OM un petit peu balbutiant qu'on a vu, qui est sorti de cette mauvaise série, qui n'arrive plus à retrouver ses talents, ce truc qu'on avait vu pendant 1 mois et demi entre la trêve de septembre et celle d'octobre. Et c'est regrettable parce que franchement, je trouvais qu'on voyait vraiment un bon début de saison à l'OM. Et pour le coup, c'est dur pour les Marseillais. Mais là, il va falloir évacuer, passer à autre chose. Il y a la Ligue 1 qui arrive avec un match ce week-end. T'es qu'à 2 points du PSG. Un PSG qui a perdu beaucoup de monde aussi. T'as cette LDC où malgré tout, il n'y a plus de possibilité d'être reversé en Europa League. Donc, va falloir bien choisir ce que tu veux. C'est comme ce qu'on a pu dire aussi sur, tu sais, le PSG, tous les blessés, où il y a plein d'autres équipes, tu vois, qui sont un petit peu décimées. Je suis entièrement d'accord pour dire que l'OM a une infirmerie pleine et que ça pèse forcément sur la profondeur de banc, sur certains joueurs majeurs qui peuvent être absents. Mais je vais le redire, ce qui s'est passé ce soir en termes de prestations collectives, en termes de performances individuelles, c'est inexcusable. Enfin vraiment, l'OM n'a pas joué un match de Ligue des Champions. L'OM ne s'est pas mis minable. Alors oui, c'est pas la meilleure équipe sur le papier, mais c'est... franchement, enfin je sais pas, si c'est pas là, c'est jamais. Et c'est dur parce que... Enfin... On avait envie de revoir un OM conquérant en Europe, alors il reste 4 matchs, on va pas totalement les enterrer, mais c'est vrai que quand tu fais 0/6, ça sent pas bon avec encore ces 4 matchs à jouer. Et je suis un peu défaitiste parce que va falloir aller chercher des points, ça va être pas simple. Sur quoi De Zerbi va pouvoir activer des leviers. À mon avis, ça va partir un petit peu en camp, en retiro, comme il aime bien le faire en Italie pour ressouder des liens. On sait que voilà, il y a sans doute 2-3 joueurs qui vont revenir pour le prochain match de Ligue 1. Après la trêve, tu vas en récupérer d'autres. Mais j'espère que ce qui s'est passé là pendant 2 semaines, ça va pas foutre en l'air une saison où on s'était dit tiens, c'est bien quand même le mercato de l'OM, t'as des intentions, mais franchement là pour le coup, attention au retour de bâton, parce que cet OM est fragile, cet OM a pris un gros coup sur la tête, et je suis hyper curieux de savoir comment les dirigeants, comment De Zerbi, comment les joueurs vont analyser ça, parce que, on est que début novembre, il ne faudrait pas que ça gâche tout. Je rappelle, l'OM n'est qu'à 2 points du PSG, un PSG qui est malade. Alors, vous connaissez mon avis, je pense que le PSG en Ligue 1, ça ira au bout, parce que au bout d'un moment, ils feront leur série, ils vont peut-être faire du mercato hivernal, mais là, pour le coup, c'est aussi la Ligue des Champions. Moi, mon principal... Alors, la Ligue 1, c'est toujours important, mais l'OM, on sait que les dernières campagnes en LDC, parce qu'en Europa League, tu vois, ils sortaient d'une demi-finale en 2023-2024, les dernières campagnes de LDC, elles ont été plus que décevantes. Du coup, je voulais revoir un OM conquérant, et après le match de l'Ajax, alors... Évidemment, on va mettre un petit truc à côté de cet Ajax 2025-2026, qui est parmi les pires équipes d'Europe. D'ailleurs, ils sont à 0 sur points. C'est la seule équipe à ce stade à avoir aucune victoire, aucun nul, que des défaites. C'est comme Benfica. Ça tombe bien, je crois que dans 2 semaines, il y a un Ajax-Benfica. Ça va être au moins, il y aura une équipe qui ne sera plus, ou peut-être ils vont partager les points. Mais pour le coup, je m'étais dit, tu vois des choses intéressantes, tu vois des individualités, tu vois un petit peu de jeu, tu vois de belles séquences, tu vois une belle défense. Franchement, tu prends le match contre le PSG dans l'aspect défensif, il était pas mal. Tu prends la qualité de jeu sur le premier mi-temps du Sporting, tu prends l'Ajax, tu prends les 20-25 premières minutes en Ligue 1 contre Lens, sauf que malheureusement, les matchs durent 90 minutes et tu te sabordes tout seul, quoi. Mais au bout d'un moment... ça va commencer à bien peser. En tout cas, j'ai fait un long tunnel là de 10 minutes. Je vais même pas saluer. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci à tous les beaux gosses qui sont sur le chat, avec Bretao qui lâche son petit prime. Thibaut qui évidemment a affronté la City Army et un grand Phil Foden, une belle entrée de Cherki. Ça, c'est quelque chose. À M8 Damiano, à Adem, à Simon, à Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle évidemment de vous abonner, de lâcher les petits likes, les petites étoiles qui soutiennent toujours comme il faut.
Mon programme LDC. Alors j'ai commencé avec le Karabag Chelsea qui était assez vivant, mais je crois que quelqu'un vient de le dire dans le chat. Et c'est vrai que c'était un match qui était très haché, il n'y a pas eu beaucoup de jeux. Hop, 6 pions, 46 minutes et 11 secondes de temps de jeu effectif pour le match Chelsea-Karabag, c'est pas mal. Franchement, je sais pas si Opta va ressortir la stat, mais c'est pas loin d'être un record parce que certains matchs de Retafe en Espagne on oscille proche des 50 minutes. Là, on sera pas loin. Donc ouais, là on pourrait être sur un truc un peu lunaire. Merci à Lulu Ladeuil pour le petit prime. Il y a Chelsea Karabag qui était bien vivant, qui était, je vais pas dire rigolo, mais voilà, un Karabag qui encore une fois surprend son monde, qui a 7 points, qui embête Chelsea. Et finalement, tu as eu l'égalisation de Garnacho, je me suis dit, tu sais quoi, pas fausse Villarreal, j'ai vu que Villarreal avait choke des actions, on va se concentrer là-dessus. Et là, on a vu notre petit pouce à nous. Vous savez qu'ici, on aime je vais pas dire qu'on aime un peu plus Pafos que le Kairat Almaty ou que Bodo Glimt, ce sont tous nos enfants, mais comme d'habitude, dans une fratrie, il y a toujours un petit préféré, et c'est peut-être Pafos qui s'est détaché, parce que je trouve qu'ils ont fait un vrai bon match contre Olympiakos à 10 contre 11 pendant 60 minutes, également à 10 contre 11 pendant quasiment 85 minutes du côté du Kairat Almaty. Ça a été une attaque-défense, et ce Pafos-là, bah écoutez, ils sont à 5 points, et si on m'avait dit qu'après 4 journées, Pafos serait devant l'OM et avec le même nombre de points que Monaco, bah chapeau à eux. Alors bien sûr ils s'en sont remis à une défense et Villarreal a eu des ratés, de quoi te tirer une balle dans la tête, mais ce Pafos-là, avec notamment Lucassen derrière, défenseur néerlandais, frère de Brian Brobé, qui a fait Alkmaar, qui a fait l'Ajax, qui a fait un petit, comme beaucoup de joueurs de cette équipe, qui ont été des baroudeurs en Europe, qui a été, à chaque fois que je le vois en LDC, je me dis, tiens, ce gars-là, il pourrait aller chercher, pourquoi pas, un peu mieux qu'une place dans un club chypriote. Et Pafos m'a bien étonné. Ce soir, il y avait l'OM, bien évidemment, en fil rouge. Et comme toujours, je vais mettre le multiplex. Et là, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était le cas chez vous aussi, mon multiplex chez Canal, il a déconné. J'ai redémarré l'ordi, j'ai relancé l'appli MyCanal. Impossible de le mettre, ça saccadé. Du coup, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait déjà un but pour Bruges. Allez, on va mettre le Bruges-Barça. Bah, j'ai pas été déçu. J'ai vu un très très bon match à côté de l'OM qui était parfois un peu plus creux, un peu moins vivant. Et j'ai adoré ce que j'ai vu entre Bruges et le Barça. Et franchement, Bruges, c'est dommage parce que on parle beaucoup de cette équipe depuis 1 an et demi, 2 ans. On sait que c'est un club qui bosse très très bien, qui a attiré de sacrés jeunes. Bah, alors le Carlos Forbes, franchement, chapeau d'être allé chercher pour 6 millions d'euros à l'Ajax et de l'avoir relancé. Là, c'est un mec qui est lui, pour le coup, c'est une très très bonne trouvaille. Salut Ozil, beau gosse, j'espère que tu vas bien. Roland Courbis, le nombre de points par match. Je pense que Roland Courbis, le nombre de fois qu'il a dit 3 points et 2 points dans l'émission de lundi, on peut avoir un sacré bingo. Et Forbes, il a vraiment tout pour lui. Il a l'accélération, il a ce côté où il peut finir les actions. Et c'est vrai que certains disaient, peut-être par moment, ça a été un poulet sans tête. Mais là, le poulet sans tête, il a trouvé vraiment son point cardinal à suivre. Il a été direction de Chesney pour faire mal à cette équipe. Il a été impliqué sur 2 buts, une passe D. Il aurait pu obtenir un penalty, mais notre ami Anthony Taylor, heureusement qu'il est revenu sur sa décision parce que c'était bien trop généreux. Mais ouais, comme tu le dis, Bruges est fort en tant que supporter d'Anderlecht, ça fout le démon de voir ça et de le dire, mais c'est fort. Ah non, mais Bruges en LDC, entre le match qu'ils ont fait contre Monaco l'an dernier quand ils ont tapé l'Atalanta, là, la rencontre qu'ils ont sortie contre le Barça, et je vous le dis, c'est dommage qu'ils n'aillent pas chercher cette victoire de prestige parce que entre guillemets, c'est bien de battre Aston Villa en phase de groupe, de battre Monaco, de battre l'Atalanta, mais quand tu bats le Barça, tu passes aussi dans une autre dimension, on parle un peu plus de toi, mais pour le coup, il faut pas oublier que Bruges, c'est une équipe qui ne cesse de s'améliorer, d'aller chercher des pépites et de faire de bonnes choses. Bah, t'es en train de dire que Bruges va taper l'OM, ce sera tout sauf évident. Et pareil pour le match à l'USG. Ça va être très très chaud pour eux. Donc ça va être intéressant de voir comment De Zerbi va adopter cette tactique, quels joueurs seront de retour. Mais je pense que tout le monde sait maintenant que Bruges, c'est pas des rigolos et qu'ils peuvent te poser des soucis à n'importe quel moment et qu'ils ont des super joueurs. Enfin, le Tresoldi devant, Forbes, j'adore toujours Van Aken au milieu de terrain, Ordonez derrière quand il veut, ça peut être
un des meilleurs prospects en défense. Il y a Seyss qui est vraiment un super latéral. Même leur gardien, quand la sortie 2-3, c'était pas Mignolet ce soir. C'était, comment il s'appelle, Jackers. Voilà, Jackers, j'ai beaucoup aimé son match. Stankovic au milieu de terrain, qui est, je crois, prêté par l'Inter. Enfin, vraiment, Bruges, cette équipe, elle est attachante, elle est séduisante, elle pose des soucis à beaucoup de monde, donc il faut se brancher dessus. Parce que, à mon avis, c'est des jeunes joueurs que vous reverrez un peu plus tard dans le top 5. Mais tu vois, un Carlos Forbes qu'ils ont récupéré pour 5-6 millions d'euros, si dans 2 ans il est transféré à l'Atlético pour 30 millions, bah, je serais pas surpris parce qu'ils savent y faire sur récupérer des potentiels, les amener très très haut. Et franchement, c'est une vraie belle équipe. Donc voilà, le programme de la soirée. Bah, je vous propose qu'on aille directement sur les résumés et tout ce qui s'est passé un petit peu. Le petit Vermont bien. Alors justement, faute. C'est une faute qui peut ne pas siffler, mais moi, je pense que même si Chesney fait n'importe quoi, il y a quand même un contact. Voilà, je pense qu'il y a faute. Je peux comprendre que ce soit dur à avaler parce que ça aurait fait 4-3 et victoire pour Bruges. Chesney fait n'importe quoi et dans l'autre sens, je pense qu'il y a contact. Donc pour moi, il y a faute et ça peut s'entendre dans ce sens, quoi. Plus faute que pas faute pour moi. Bien sûr qu'il y a faute, ouais, voilà. Tu peux l'annuler, ouais, même si le gardien... Ah bah c'est Chesney, hein, vivement le retour de Joan Garcia, qui commence à manquer à cette équipe. Petit point classement, les amis, du coup on se disait hier, est-ce que le PSG perdra gros? Il n'y a que City et l'Inter qui sont passés devant, Newcastle qui revient à hauteur mais qui n'a pas dépassé sa différence de but. C'est vrai que Newcastle, autant en Première Ligue, c'est 13e, autant en LDC, ça cartonne bien. Donc ils ont su trouver la bonne carburation après leur défaite contre le Barça. T'as le Real et Liverpool qui complètent le top 8. T'as Galatasaray qui est juste derrière quand même. Hein. Ça, c'est une belle perf pour eux. En plus, ils sont allés chercher leur victoire à l'extérieur. T'as le Barça qui est 11e avec 7 points. On a Monaco qui est 19e. Juste devant Pafos et l'OM avec ses 3 points qui est 25e, premier non qualifié. Donc, c'est à la fois une situation très désavantageuse parce que pour l'instant t'es pas dans les 24, on le sait, le calendrier va pas être simple pour les derniers matchs, surtout que tu vas affronter du Newcastle, du Liverpool qui vont aller chercher leur place dans le top 8 et tu as également l'Union Saint-Gilloise qui peut à tout moment intégrer les 24 et Bruges qui, c'est vrai que Bruges tu vois ils sont que 22e mais ils vont te poser des soucis, donc ça va être assez intéressant. Comme je vous le disais, voilà, les cancres, l'Ajax, très très bien joué les gars, club historique, mais pourquoi pas, un but marqué, 14 encaissés, 4 défaites, que du rouge de partout, et Benfica, c'est pas mieux, 2 buts marqués, 8 buts pris, enfin, vraiment, les deux mains dans la main, c'est assez terrible, et il y a quand même un Ulico dans 2 semaines, enfin, après la trêve, du coup, ce sera dans 3 semaines, pour se rattraper. Imagine Pafos se qualifie. Bah, en vrai, Pafos, ils affrontent Monaco chez eux, et Monaco, qui des fois peut avoir du mal contre les blocs bas, c'est pas impossible qu'ils prennent des points. Pafos, c'est quoi leur dernier calendrier? Ils font Monaco, ils vont à la Juve, c'est pas la plus grande Juve, ils vont à Chelsea, ok, et ils reçoivent le Slavia Prague. Il y a un monde où Pafos, s'ils prennent une victoire parmi là, et un petit nul, ils sont parmi les 24 meilleures équipes d'Europe. Et c'est juste fou pour eux. C'est une vraie dinguerie. Je vous propose qu'on commence évidemment par ce résumé de l'OM Atalanta. Un match qu'on attendait beaucoup parce que l'OM était sur une série négative. Malgré la victoire au Auxerre, je parlais forcément un peu de la Ligue des Champions. Tu avais perdu contre le Sporting, tu étais qu'à 3 points sur 9. On sait qu'il y avait énormément d'absents. On peut les rappeler évidemment avec Ahmed Junior Traoré, Amine Gouiri, on a Kondogbia, on a Timothy Weah, on a comment il s'appelle, Emerson. Qui n'était pas là, on avait Weah, on avait on en a un paquet, on avait Balerdi, donc vraiment une liste rallonge, Bilal Nadir qui était pas là également, donc ça fait énormément de monde qui manque à l'appel. Le choix de De Zerbi a été de mettre son double pivot Højbjerg-O'Reilly. Vous connaissez mon avis là-dessus, je suis pas le plus grand fan, je préfère quand même avoir Vermeuren pour une qualité technique, notamment dans la passe supérieure, et un O'Reilly un peu plus haut avec ce profil mobile, donc une défense à 5 qui a été mise en place avec Garcia et Murillo sur les côtés, Aguerd qui a bien tenu son rang, Pavard et Egan Riley dans l'axe pour compléter, Greenwood, Aubameyang, Peixao devant. Franchement, le premier quart d'heure avec le penalty à la clé, je sais pas si c'est pas loin d'être le pire premier quart d'heure de l'histoire de l'OM ou le pire quart d'heure qu'on ait pu voir d'une équipe en Ligue des Champions parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas 2-3 passes d'affilée, ça dégageait vite les ballons, ça perdait tous les duels,
ça se mettait en danger. Et finalement, tu as cette place lumineuse de Lookman qui offre la possibilité à Kristovic d'aller terminer. Certains ont dit que le penalty était généreux, il y a un contact, c'est vrai que ça peut ne pas siffler aussi dans ce sens, sachant qu'on va beaucoup parler d'arbitrage. Mais Rouli, qui a quand même une détente assez magistrale sur le coup, une très belle impulsion, va la chercher. Donc ça a son mérite de rattraper sa micro-erreur. Et par la suite, on a vu un OM qui a un peu plus sorti la tête de l'eau, mais en termes de qualité technique, c'est pas possible. Enfin vraiment, j'ai vu un OM qui était tellement maladroit, tellement de déchets, une incapacité à vraiment construire, ou même que ce soit en transition, qu'on avait pu le voir du match de l'Ajax, c'est fou de voir à quel point il n'y avait pas de fil conducteur et qu'il manque quand même de vrais techniciens dans cette équipe. Et je vous dis, même s'il n'y a pas Gouiri, il n'y a pas du beau monde, un mec comme Vermeuren, je pense qu'il t'aurait fait du bien ce soir. Je comprends pas pourquoi il est rentré aussi tard, pourquoi il n'a pas démarré le match. Du coup, il y a beaucoup d'offensifs qui sont passés à côté. Peixao, qui a été dans son registre habituel, qui a tenté très très vite de se mettre sur son pied droit, ça n'a pas fonctionné. Greenwood, qui a voulu être le sauveur, même si il fait quand même une superbe passe pour Højbjerg en première mi-temps, et on peut pas l'oublier parce que cette passe, si Højbjerg, qui a un peu de temps, qui peut mieux contrôler, qui peut cadrer, et qui finalement envoie sa reprise dans le virage marseillais, mais au-delà de ça, le match de Greenwood est évidemment hyper insuffisant sur son statut et ce qu'il doit apporter à l'OM. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'ai vu un Murillo qui était très haut et un Greenwood qui était presque le latéral, et Murillo qui n'a pas non plus la vista de Greenwood dans cette zone, essayer, tu vois, de faire des trucs offensivement. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui vont pas trop dans cet OM-là, où tu as des postes qui sont quasiment inversés, où on comprend pas trop qui doit faire quoi par moment, et du coup, s'il y avait peut-être un peu plus de responsabilité posée, je pense qu'il pourrait mieux s'en sortir. Le match a été compliqué jusqu'au bout. Robinho Vaz, son entrée, on l'attendait pas mal. Il a apporté ce petit truc habituel, ce peps. Lui, le pauvre, il a cette occasion. Alors, il n'arrive pas à contrôler, mais s'il contrôle et que derrière, il arme très très vite, je pense que Carnesegui a pas forcément le temps ou le réflexe de le faire. Tu as pu voir les entrées. C'est vrai qu'il a même pas voulu faire sortir O'Reilly ou lancer un jeune, parce que c'est vrai que le banc de l'OM sort, j'ai oublié de le dire. Tu avais donc Gomez, Vaz et Mahdi, et tu avais Delange, Vermeuren, Van Eyck, Bacola, Clément, Ryan et Ange Lago. Vermeuren qui est même pas rentré. Putain, mais j'étais persuadé qu'il était rentré. Putain, je deviens fou. En fait, je pense qu'il a dû mettre... désolé, comme le cerveau des fois, le sort de Ligue des Champions, il est en surchauffe. J'oublie des petits trucs. Vermeuren qui est pas rentré. Waouh. En fait, j'ai vu Vermeuren mettre sa chasuble ou l'enlever, et du coup, pour moi, c'était induit qu'il allait rentrer à la fin. Ah ouais, c'est dur pour lui, parce que franchement, je dis pas que c'est une sanction. C'est vrai que les derniers matchs de sa part n'ont pas été des plus brillants. Mais quand même, c'est pas. On a pu voir qu'il avait une vraie qualité technique au milieu de terrain, qu'il pouvait apporter, qu'il avait peut-être un peu plus de sérénité balle au pied que ton duo de Copenhague. Et ouais, Matt O'Reilly, qu'il a voulu conserver jusqu'au bout, qui a fini défenseur central. Au bout d'un moment, sort le gars, quoi. Enfin, là, tu vois, pareil, les changements, c'est vrai que ça peut être un peu limité. Mais ouais, l'OM n'a pas été bon ce soir, faut le dire. L'OM est totalement passé à côté de son sujet. L'OM a été en manque d'inspiration. L'OM n'a pas eu à la fois cette fougue et ce truc de se dire c'est un match de Ligue des Champions. C'est ça où j'ai le plus de regrets. C'est que même si t'es pas dans un bon soir, t'es pas inspiré, t'as pas ton meilleur 11, techniquement t'es pas au niveau, au moins dans l'état d'esprit sois là. Et j'ai vu pas beaucoup de courses, j'ai vu beaucoup de joueurs ne pas être, tu vois, élever le curseur comme on peut l'attendre dans ce type de soirée, et c'est ça qui m'interpelle le plus côté marseillais, c'est que j'ai vu une équipe vraiment être attentiste au possible et ne pas vouloir se faire violence. En face, tu avais une équipe d'Atalanta, on le savait, qui était malade, qui est restée sur une défaite contre l'Udinese, qui est milieu de tableau, je crois, ventre mou Serie A, même s'ils sont pas trop loin de la tête. En LDC, on avait vu le match au parc qui était vraiment bof. Là, tu as récupéré un peu plus de monde, avec notamment ce qui a fait ta force lors de certaines victoires, comme l'Europa League avec Lookman et de Catelert. Kristovic, quelqu'un l'a dit, j'aime bien son match de Kristovic. Kristovic, sur ce joueur, il était à Lecce pendant quelques années, le Monténégrin. C'est vrai qu'il avait un profil un petit peu sous les radars. Alors, je crois que l'Atalanta l'a récupéré pour 15-20 millions d'euros, mais lui, pour le coup, dans quelques années, ça peut être un bon petit attaquant.
Je sais pas s'il sera dans une catégorie type Haaland, Kane, Mbappé, tout ce que tu veux, parce qu'il y a encore une marge. Mais bon attaquant de Serie A et un vrai poison. Je pense qu'il a le potentiel pour. Et sur ce coup-là, l'Atalanta, qui n'était pas, tu vois, l'équipe qui roulait sur tout le monde, a commencé à prendre confiance, s'est procuré beaucoup d'occasions. T'as ce fameux but hors jeu, faudra avoir une justification. Je sais pas si vous savez en Ligue 1, quand il y a pas mal d'erreurs, dès le mardi ou le mercredi, on a le communiqué de la DTA, de la direction technique de l'arbitrage français, qui nous explique que bah, là il s'est passé ci, donc c'est une bonne décision, ça c'est une mauvaise. S'il y a la même chose en Ligue des Champions, je suis preneur parce que j'avoue que la situation de hors jeu sur le but de Lookman, parce qu'on nous montre le révélateur et Kristovic est hors jeu au départ, mais est-ce que c'est pas une déviation d'un Marseillais? Enfin, il y a un truc un peu louche entre Pasalic, Kristovic et qui la touche, donc ce serait bien d'avoir peut-être des petits éclairages là-dessus. On arrive du coup, c'est vrai que l'Atalanta a une belle... Non, sur le papier, l'Atalanta a toujours une belle équipe. Enfin, quand tu vois Lookman, ballon d'or africain, Kristovic, jeune attaquant qui monte en puissance en Serie A, De Ketelaere, qui est quand même un joueur avec de belles petites références, Ederson de Roon, c'est un double pivot qui a de l'allure, Zappacosta, c'est peut-être plus la fin, Belanova, il est dans de belles années, Kosunu, qui a toujours eu un gros potentiel à Leverkusen, Karnesegui, qui est un jeune gardien, tu complètes avec du banc, tu sais, t'as Pasalic, t'as Yen, t'as Moussa, t'as Samardzic, t'as Scamacca, t'as Kolasinac, t'as Maldini, t'as Zaleski, t'as Kamaldin Sulemana, dédicace au René. Ouais, franchement, je pense qu'il y a une équipe en face qui aurait aimé avoir ce banc-là. Mais pour le coup, c'est une équipe de l'Atalanta qui n'est pas encore pleinement lancée. Moi, j'ai des gros doutes sur Juric, parce que pour moi, après tout ce qu'il a fait à la Rome et Southampton, c'était pas le bon choix pour l'après Gasperini. Mais tant mieux pour lui s'il a un très bon agent et qu'il peut récupérer une équipe avec un tel effectif. Mais voilà, on arrive sur cette fameuse minute où tout s'enchaîne, où t'as Vaz qui rapte une belle opportunité. T'as le centre où t'as du coup Ederson qui fait ce contrôle, qui se le met sur la main. Et pour moi, c'est une faute technique. Il se la ramène sur la main, une position non naturelle. Donc pour moi, c'est penalty. Et c'est vrai que c'est très très dur de voir la main siffler contre Medina au Bernabeu et pas celle-ci. Alors peut-être qu'il y a un monde où les deux n'existent pas, je veux bien. Mais quand tu vois le deux poids deux mesures, c'est hyper frustrant qui te dit. C'est vrai que c'est peut-être plus la longueur de la passe sur le fameux but hors jeu qui a de quoi nous interpeller. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, comme ça vient de très très loin, et que t'as l'impression qu'il y a quelques secondes qui s'écoulent entre ça et le contrôle. Mais ouais, la main de Medina qui est pas sifflée, celle-ci, tu sais plus que soupirer. Et derrière, finalement, comme tu restes sur cette situation, t'as un 2 contre 2, t'as Samardzic qui se l'emmène très très bien, t'as O'Reilly qui a déjà un jaune qui veut pas faire la faute, et pourtant il aurait dû la faire, il aurait dû sacrifier pour le bien de tout le monde et peut-être avoir un peu de repos, je pense que ça lui aurait fait du bien. Et t'as Samardzic qui met un banger et t'as toute cette situation de flou qui suit. Franchement, c'est un peu lunaire. Alors le but est très très beau, franchement, il met une frappe enroulée magnifique. Mais tu vois, on sait qu'il faut pas s'arrêter de jouer quand l'arbitre ne siffle pas, mais tu vois, il y avait beaucoup de Marseillais qui avaient encore la tête à la surface adverse. Et t'as ça, et c'est vrai que l'enchaînement, si on est à froid, on n'est pas trop à froid parce que là on est 45 minutes après la fin du match. Si tu vois, on essaie de prendre du recul, on se pose un petit peu. L'enchaînement là pendant 60 secondes, il est totalement fou. Alors on a déjà vu des situations où tu avais un penalty non inscrit et tu as un but incroyable et des fois l'arbitre il revient. C'était déjà arrivé lors d'un Slavia Inter ou de la fameuse action, vous savez, d'Icardi et d'Idrissa Gueye au Bernabeu. Désolé, je prends beaucoup le Bernabeu en exemple, mais c'est vrai que c'est un stade où il se passe beaucoup de choses un peu surnaturelles, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai que c'est assez fou de ne pas revenir sur ça. Et comme je vous le dis, je comprends pas pourquoi il va même pas voir la VAR, parce que au moins, quand tu vois que la main elle est assez évidente, elle y est, quoi qu'il arrive, il la touche. C'est le cas, il n'y a pas... Va voir au moins pour essayer de dénouer cette pelote de laine et te dire, c'est vrai qu'il fait une faute technique, le contrôle est pas bon, t'as Aubameyang qui est aux abords, qui peut reprendre, la main en position non naturelle. C'est ça qui me paraît un peu bizarre de la part de l'arbitre, qui ressemble, d'ailleurs c'est vrai que c'est le sosie de Raoui, quoi. Donc désolé au Marseille, parce que c'est vrai que Raoui ça peut rappeler aussi un souvenir bizarre, mais là t'as ça qui va te laisser en travers de la gorge. Il laisse pas aussi le corner à la fin. Alors, c'est vrai qu'il y avait plus de temps additionnel, ça avait été dépassé, mais tu rajoutes de la frustration à de la frustration.
Ça va faire jaser, ça va faire beaucoup parler, et je peux l'entendre. Franchement, je suis le premier à le dire, que c'est ça qui va être dur à accepter, c'est que t'es pas loin, comme le match d'Auxerre finalement, t'es pas loin de prendre les 3 points en étant pas bon dans le jeu, en étant insipide, en ne réussissant pas à trouver la clé, mais il peut se passer des matchs, c'est aussi le mérite de certaines équipes de remporter, tu vois, ce type de rencontre sans être brillant. Ça fait partie aussi de l'éventail de possibilités d'un match, et comme je vous le dis, on peut le dire, l'OM s'est fait avoir par l'arbitrage, et l'OM n'a pas été bon soir. Les deux sont pas du tout incompatibles. Je pense que tout le monde doit se mettre d'accord là-dessus. Et maintenant, parce que ça va être la question, quand je vous le dis, il va falloir avancer, relever la tête. Ça va pas être simple pour les Marseillais d'avaler tout ce qui s'est passé. Avec un match à venir, réception de Brest, équipe qui n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Retour de trêve, tu vas à Nice, tu reçois Newcastle, tu reçois Toulouse, tu vas à Lille, tu vas à l'USG, et ensuite tu reçois Monaco, et ensuite tu as le match de Coupe de France, et tu auras trêve. C'est quand même un gros programme, hein, parce que tu as 8 matchs d'ici Noël. J'espère qu'ils vont récupérer quelques joueurs blessés, parce que même si l'OM, on le redit, a fait un mercato intéressant, un bel effectif, tu vois, tu as quand même des équipes qui vont te poser des soucis, ça va pas être simple, et surtout tu as 2 nouveaux rendez-vous en LDC, Newcastle et Union Saint-Gilloise. Idéalement, pour avoir encore cet espoir de te qualifier, je pense qu'il faut prendre 4 points sur 6. Un nul à la maison contre Newcastle, une victoire à Bruxelles, ça pourrait être une bonne option, même l'inverse. Mais voilà, Newcastle à l'extérieur, j'allais dire, ils en ont passé 4 à l'USG, donc faut pas du tout se dire que Newcastle à St. James Park, c'est le titan, on peut pas y toucher, et qu'à l'extérieur ils sont prenables. Non, là pour le coup, va falloir quand même s'en méfier, surtout que Newcastle en LDC, elle va être costaud quoi. Ah, ça suffit pas, non, mais je te dis, dans mon programme idéal, faut prendre 4 sur 6, et après, il y aura pas le choix, hein. Faudra faire un exploit contre Liverpool, ou aller prendre 3 points contre Bruges, et là tu pourrais être à 10. L'an dernier, ça s'est joué, on l'avait dit, à 11 de mémoire, avec peut-être une équipe comme le Dynamo Zagreb qui avait 11 points et qui ne s'était pas qualifié. Est-ce qu'avec 10 points, après là, tu as beaucoup d'équipes qui sont encore à 3. Est-ce que ces équipes vont pouvoir prendre 7-8 points d'ici la fin, tu vois, des matchs? C'est pas évident. Parce que tu as quand même un petit écart qui s'est creusé. J'étais encore sur le calendrier de l'an dernier, pardon. Est-ce que tu as beaucoup d'équipes qui vont pouvoir passer l'accélérateur? Et j'ai l'impression que ça jouera peut-être plus à 9, 10 que 11. Donc il faudra battre Newcastle. Franchement, c'est une très belle équipe, et ça va pas du tout être simple quoi. Là, ça va être un dilemme. Et que dire de De Zerbi? Il y a l'infirmerie qui est une circonstance atténuante, on l'a dit pour plein d'équipes, mais sur ce genre de rencontre, je sais pas, l'approche elle m'a pas plu, parce que t'as laissé le ballon à Atalanta, tu t'es fait peur, le Vermeuren qui reste sur le banc, certaines entrées, peut-être quand tu vois finalement que tes cadres sont pas au niveau, fais rentrer des jeunes, fais rentrer les minots, parce que tu vois, le petit Mahdi, même si on l'a vu que 2-3 minutes, au moins il a percuté côté gauche, il a essayé de proposer quelque chose. Et on sait qu'à Marseille, on a souvent dit que voilà, il faut aussi laisser de la place aux jeunes, il faut une certaine méritocratie. Il y a beaucoup d'absents. Peut-être que t'aurais pu renverser la table ce soir et te dire, ok, mon équipe à 60e, elle est pas bonne. Vous savez quoi, Bacola, Mahdi, Vaz, allez, vous rentrez maintenant, et c'est à vous de rigoler. Alors évidemment, c'est un contexte différent de la Youth League, mais quitte à se lâcher, j'aurais préféré voir ça, parce que il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été présents. Et bon, je sais pas sur qui on va tirer le plus, hein, mais c'est vrai que les offensifs, ça n'a pas été bon. Le double pivot danois, c'est difficile. Les pistons t'apportent pas grand chose, et c'est vrai que quelqu'un disait t'étais pas loin d'avoir un Lirola sur le banc, mais Lirola n'a pas été inscrit comme Neil Maupay sur la liste quoi. Donc bon courage aux Marseillais pour se relever de ce mal de crâne, et on verra un petit peu quelles seront les réponses à apporter, mais il va falloir avancer, et ça va être dur, parce que cette soirée là du 5 novembre, elle peut laisser les traces, ça j'en suis totalement convaincu. On enchaîne les amis avec d'autres petits résumés, d'autres matchs. Cette rencontre incroyable entre Bruges et le Barça, franchement si vous avez un match à revoir, à vous poser devant, allez checker ça, parce que je me suis régalé. Je l'avais en autre fil rouge sur un plus petit écran, mais à chaque fois que je ziotais ce qui se passait à Bruges, j'ai vu des actions, j'ai vu évidemment
une ligne défensive du Barça, waouh, c'est dur cette année. Autant l'an passé, ils avaient le record de hors-jeu, ils jouaient très très bien le coup, mais là j'ai l'impression que beaucoup d'équipes ont su quand même s'adapter et comprendre que tous les déplacements pouvaient être parfois anticipés et que finalement ils avaient aussi des gros démarrages. Carlos Forbes il s'est régalé dans ses espaces, dans ses demi-espaces. Il y a également Van Aken qui a trouvé de superbes zones. Solis aussi ça cavalait énormément. Tu as eu de très belles projections d'Onyedika et de temps en temps de Stankovic. Mais ouais, le Barça va pas pouvoir continuer comme ça. Est-ce que notre ami Hansi Flick, on aime beaucoup Hansi Flick ici, hein. C'est un coach qui nous a proposé une version du Barça l'an dernier hyper attachante. On a kiffé le Barça 2024-2025, mais pour le coup, il n'y a plus un défenseur du niveau d'Inigo Martinez. Il faut pouvoir tourner la page. Et ce Barça-là m'a l'air quand même d'être un petit peu souffrant défensivement. Est-ce que Flick va pouvoir un petit peu régler ça, parce que c'est ce qui te punit globalement sur cette soirée, sur pas mal de matchs depuis le début de saison où les adversaires ont compris comment déjouer ce fameux piège du hors-jeu. Donc ça va être tendu jusqu'au bout. Il va falloir aussi des retours, hein. Monsieur Rafinha, Ligue des Champions, Monsieur LDC, qui fait énormément de bien, qui a une dimension super dans cette compétition, fort qu'il soit là. Pedri, évidemment, il y a une différence XXL par rapport à Casado. Mais ouais, la plus grosse pour moi, c'est Chesney. Pour moi, Chesney, je crois que j'ai vu une série sur ses 16 derniers matchs. Il a encaissé 31 ou 32 buts. Joan Garcia, on a vu de très belles choses, que ce soit au niveau des arrêts, du jeu au pied. Et je dis pas que Bruges n'aurait pas marqué 3 buts, mais peut-être que le Barça aurait été plus serein avec un Joan Garcia qui te soulage beaucoup de choses. Et non, franchement, si une équipe comme Bruges a compris, et il y en a d'autres qui ont su le faire, à l'image du Real, à l'image du PSG, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui petit à petit vont comprendre comment ce Barça, on peut le sortir de ce système où ils ont réussi quand même à être hyper performants. Mais voilà, forcément il y a des équipes qui s'adaptent, il y a de plus en plus de très bons analystes vidéo, les joueurs sont intelligents, ils savent à peu près comment jouer là. Et puis tu vois, des fois il y a des départs au niveau de la ligne médiane, des fois tu as des mauvais alignements, une fois c'est Baldé, une fois c'est Koundé, une fois c'est Araujo, parce que c'est ce piège du hors-jeu, ça demande tellement de concentration qu'au bout d'un moment, en 90 minutes, c'est chaud. Et puis on l'avait vu, Koundé en équipe de France du côté de l'Islande, des fois tu as des restes, et c'est pas simple parce que ça pénalise l'ensemble. Et ouais, la prestation défensive du Barça, après, la prestation du Barça n'a pas été bonne derrière, parce qu'aussi en face, tu avais une sacrée équipe, je le redis, mais Carlos Forbes, coup de chapeau à ce gars-là, quoi. 21 ans, qui a enchaîné City, où c'était une véritable pépite, on parlait énormément de lui, l'Ajax, Wolverhampton, où ça n'a pas forcément décollé, et là, Bruges, qui a ce petit flair pour se dire, tiens, toi, viens en Belgique, viens à la maison, on te propose un projet sympa, tu repartiras à tes 23-24 ans et tu nous remercieras. Bah déjà, le match contre Monaco, j'avais adoré, parce que vraiment, en termes de démarrage, il est dans tous les bons coups, il a une vitesse, une capacité d'accélération, et vous irez voir le deuxième but, enfin son premier du coup, le deuxième but de Bruges, au niveau de la fréquence d'appui, c'est sa vitesse réelle. T'as l'impression que c'est en accéléré tellement ça va vite. Et le mec, les petits pas d'ajustement pour faire cette frappe enroulée, c'est magnifique. Le troisième but, c'est une petite panenka, un petit piqué, on aime ici, mais je pense que Chesney peut faire mieux parce que vraiment il s'arrête très très vite. Mais ouais, gros coup de cœur pour Carlos Forbes. Au global, cette équipe de Bruges qui n'a pas beaucoup de complexes en LDC, qui montre de très belles choses. Et il y a énormément de joueurs là dans cette équipe. Je suis persuadé qu'on le reverra dans du top 5 européen. Et du top 5 européen, pas ventre mou. Il y en a qui vont aller taper très très haut. Van Aken, c'est un peu le chouchou parce que c'est un, comment on dit, c'est un numéro 10 d'un autre temps. Il a 31 ou 33, je sais plus. Il a 33 ans. Et tu vois, j'avais fait un tweet sur lui. C'est c'est un joueur des années 2000 qui s'est perdu dans le football de 2025. Mais quel bonheur de voir encore des mecs comme ça, des joueurs à part. Et en plus, il est revenu en sélection belge. Il fait des belles perfs, j'ai l'impression. Et non, les numéros 10 ne sont pas morts. Vive les numéros 10, à l'image de Hans Van Aken qui nous offre beaucoup de belles choses. C'est le Les Melou belge. J'aime beaucoup Les Melou, mais Van Aken, c'est peut-être un petit niveau au-dessus quand même. En tout cas, je vois la comparaison, ce que tu veux dire. Et même le Tresoldi, qui sont allés chercher, je crois, en deuxième division allemande. Et tu vois, un mec comme Mamadou Diakon, qui était à Reims, qui est relégué Ligue 2, ils sont allés le capter. Donc franchement, à chaque fois, ils arrivent à aller récupérer des joueurs, à faire confiance à leur centre de formation. Et cette machine de Bruges, elle tourne à merveille. Côté Barça, l'aspect positif,
c'est ton attaque, forcément, parce qu'il y a un Lamine Yamal sous pubalgie, sous rupture amoureuse, qui te fait un match digne de ses meilleurs perfs. Honnêtement, il a été dans tous les bons coups. Le deuxième but, je vous invite à aller le voir parce qu'il est fantastique, avec un petit relais de la part de Fermin Lopez, et Yamal qui conclut tranquillement avec un enroulé. Pareil, sur le troisième but, il fait ce centre qui est dévié par Solis. Mais Yamal, tu te dis que ce gars-là, en fait, c'est le piège pour Flick, parce que t'as un Yamal à 50%. S'il était à 100%, bah, ce match-là, tu le gagnerais tous les jours. Mais comme un Yamal à 50% est plus important que la majorité des joueurs de cet effectif et qui peut te faire basculer le match à n'importe quel moment, tu le gardes sur le terrain. Donc, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il y aura un jour cette fameuse opération? Je ne sais pas. Mais ce genre de match, ça n'incite pas forcément à passer sur la table d'opération parce que le Barça a besoin de ce Yamal qui n'est pas à 100%. Et c'est dur parce que je suis persuadé que ce gamin a besoin de repos, de passer par une petite chirurgie. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de jeunes joueurs être touchés par la pubalgie, Nico Williams, également Franco Mastantuono. Mais pour le Barça, tu peux pas t'en passer, quoi. Rashford n'a pas l'an du Barça, il est à contre-temps H24 en plus de ne pas faire de repli défensif. Rashford, c'est vrai que c'est compliqué. Après, on l'a vu quand même faire de sacrés matchs, on l'a vu faire de très beaux gestes, mais il doit encore se réadapter. Et surtout, j'oublie pas que même si c'est un Marcus Rashford, il change d'environnement, il change de club, un contexte très particulier, c'est un joueur qui est prêté. Est-ce qu'on peut avoir des attentes sur lui? Elles sont légitimes, mais ça doit passer par plusieurs semaines, plusieurs mois. En tout cas, dans son rôle de joker, en attendant le retour de Rafinha, je trouve qu'il a rendu pas mal de services. Donc c'est pas sur lui, tu vois, je vais tomber. C'est vrai que son match, je l'ai trouvé pas mal à contre-temps et pas inspiré. Mais il y en a d'autres où, tu vois, à Newcastle, bah, c'est lui qui t'offre la victoire. Donc on peut être pondéré à son sujet, quoi. Mais ouais, vraiment un match où je me suis régalé. Ça va pas rassuré sur les mots défensifs du Barça, mais devant, tu as toujours des joueurs qui peuvent éteindre l'adversaire à chaque instant. Mais du côté de Bruges, ouais, je vois ce que tu veux dire, Blinta. Il faut savoir que le club Next et U23 et d'autres jeunes jouent en D2 belge. Peut-être que ça sert à adapter les jeunes niveau professionnel. Ah ouais, de toute façon, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai pas envie de me répéter sur mes anecdotes, mais j'ai assisté à une conférence sur le club Bruges et la stratégie qui était présentée par le directeur sportif, directeur de l'académie, qui te disait en gros que bah, tu as une équipe U17, U19, U23 et une équipe première. Et ils savent sur moyen voire long terme, qui ira normalement en pro, qui performera. Alors toujours, on sait que la formation, c'est pas une science exacte, mais ils ont vraiment un truc qui est très bien tracé, et après ils disent, bah, tel joueur qui va performer en équipe première, d'ici 2-3 ans, il partira, mais il sera remplacé par le gamin qui sera déjà prêt en équipe next-gen. Donc Bruges, c'est un vrai bon modèle qui travaille bien, et ce serait bien, ouais, forcément, parce que moi j'ai eu la chance d'assister à ça, mais qu'il puisse y avoir une conférence, une vidéo, une interview en France, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Alors, ils ont beaucoup à nous apprendre. On est quand même un pays qui forme très très bien. On peut le voir qu'il y a des académies, l'OL, le PSG, Rennes, Toulouse, Monaco, voire récemment Nantes, qui sortent de sacrés joueurs. Mais j'aime bien quand même leur modèle d'utiliser cette équipe next-gen pour faire la passerelle entre les U19 et les pros. Parce que tu vois, il te reste encore quelques années. Tu n'es peut-être pas tout à fait prêt tactiquement, physiquement. Et j'aime bien ça, quoi. Faut imaginer les jeunes du PSG en Ligue 2, c'est spécial. Bah, en vrai, c'est vrai que le PSG sont déjà posé certaines questions. Et à voir, hein, la Ligue 3, est-ce que la Ligue 3 t'aura l'autorisation d'avoir ces fameuses équipes? Parce que Monaco, le PSG et un temps l'OL ont participé à des grosses compétitions de jeunes à l'échelle européenne pour leur permettre de s'aguerrir. Donc ça pourrait être une solution très clairement. On va continuer les amis avec un petit tour d'horizon de tout ce qui a pu se passer sur le reste des terrains. Le City Dortmund qui a tourné nettement à l'avantage des Citizens. J'ai pas envie de dire que c'est une surprise, mais c'est vrai qu'avec City, même si on sent qu'il y a le potentiel de faire une très belle saison, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Et là, pour le coup, ils ont envoyé un beau message. C'est comme un City qui enchaîne une deuxième victoire. Ils ont gagné aussi à Swansea, donc troisième, toute compétition confondue. Et je suis très content parce qu'on va avoir un City-Liverpool avec deux équipes qui ont retrouvé pas mal de confiance, qui vont arriver avec l'envie d'aller chercher leur adversaire. Je pense qu'il y en a une qui aura le ballon, qui va essayer de procéder en transition, mais peut-être qu'on sait que City a déjà laissé le ballon de manière claire et nette et prononcée du côté d'Arsenal, donc je m'attends à une belle bataille tactique. Haaland, le déplacement, c'est toujours aussi fou. Enfin, laisser Haaland avec autant de liberté dans la surface, c'est quand même un problème pour Dortmund.
J'ai beaucoup aimé le match de Foden qui a marqué un doublé, qui est toujours aussi soyeux. Cherki qui rentre et qui marque, ça va lui faire du bien aussi les stats parce que même si on aime tous Cherki, on sait qu'ici, malheureusement, un joueur il peut être jugé par certains en allant juste sur SofaScore et dire toi, t'as fait une passe D, c'est bon, on te garde. Ah, toi, t'as pas marqué depuis 2 matchs, t'es pas mort. Que le gars il t'apporte quand même beaucoup sur le terrain au-delà de la zone de vérité et j'aime beaucoup ce que j'ai vu de la part de City sur quelques séquences. Comme je vous le dis, encore une fois, j'étais plutôt sur Bruges, Barça et sur le OM Atalanta. J'ai vu les buts. Et par contre, Nico Gonzalez, c'est vrai que son match contre Bournemouth était déjà bon. J'ai bien aimé aussi. Parmi peut-être les grands vainqueurs de cette nouvelle ère de City, on sent qu'il y a envie de faire un peu le tri, de changer pas mal de choses dans l'effectif. On va peut-être avoir un Nico Gonzalez qui va monter en puissance, lui qui a fait une trajectoire, voilà, qui est formé au Barça, qui est passé par Valence, qui était à Porto jusqu'à l'hiver dernier. On sait que City a eu besoin de faire un coup de neuf sur son effectif avec Gvardiol, avec Marmouche, avec Vitor Reis et donc Nico Gonzalez. Pof, 60 millions. Et c'est vrai que Nico, on a vu une qualité technique indéniable, mais par rapport au rythme de la PL, il faut quand même pouvoir y aller. Et là, je vois vraiment un très bon Nico Gonzalez en ce moment. J'aime bien ce qu'il propose comme karaté le petit. Et en attendant, éventuellement, un retour de Rodri à 100%. J'espère que ce sera le cas. C'est vrai que certains ont dit qu'il y avait des parallèles à faire peut-être entre Rodri et Dembélé. Et c'est dur, hein, parce qu'on n'a pas envie d'y croire. Mais la saison post-Ballon d'Or, pour certains, elle est dure. Et c'est pas de leur faute. C'est des blessures, c'est de la malchance, c'est un manque de réussite inouï. Mais en attendant, voilà, justement, de retrouver un milieu de terrain XXL, bah peut-être que c'est lui qui va prendre les clés du camion. Et c'est Nico Gonzalez qui reste un vrai jeune joueur. Parce que Nico, c'est quel âge? C'est 2002, 23 ans. Donc, encore une fois, c'est un genou, quoi. Le Nico. Ah ouais, c'est vrai que ce fameux maillot violet du Barça, ça renvoie tellement à la période Koeman, quoi. Ça, je vois ça. C'est Koeman, c'est Memphis Depay, tout ça, quoi. Ouais, parce que il fait quand même 27 matchs en 2021-2022. Ensuite, il part à Valence, il est à Porto. Et après, il enchaîne tout ça. Donc, il a déjà 68 matchs à Porto, 37, 32 déjà avec City, mine de rien, c'est vrai. 26 avec Valence. Donc, il a son petit capital. Il n'a pas encore fait d'apparition avec l'Espagne, mais tu vois, ce Nico Gonzalez-là. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la Rora, tu as du très gros matériel, mais ce qu'il est en train de faire, le petit Nico, pour moi, ça va à la Coupe du Monde. Avec cette montée en puissance, ça peut très clairement faire partie de cette aventure. Et oui, comme tu le dis, Mister Valou, le City Liverpool, on a eu pas mal de chocs de PL, on a été là en mode c'est pas dingue dingue. Il y avait juste le Newcastle Liverpool de la deuxième journée qui était fou avec ce scénario, avec le carton rouge, Newcastle à 10 qui fait une perf de dingue. Mais là, peut-être qu'on va avoir enfin de beaux petits frissons, c'est ce qu'on espère avec ce match-là, surtout que d'un point de vue classement, t'as City qui est deuxième, t'as Liverpool qui est troisième, et bon, t'as Arsenal qui peut prendre une sacrée avance. C'est vrai que s'il y a une équipe qui perd, Arsenal peut mettre potentiellement Liverpool à 10 et City à 9, quoi. Donc ça peut représenter quelque chose. Et s'ils font nul, ils sont aussi gagnants, ils peuvent gratter 2 points. Arsenal joue au Sunderland ce week-end pour info, donc c'est vrai que t'as tout le top 4 qui s'affrontent dans le même week-end, donc ça va être bien palpitant comme on aime cette histoire. On a également le Inter Milan Kairat Almaty. Et pour le coup, chapeau Almaty parce que je pensais sincèrement que ça allait être une déculottée. Je pensais que ça allait être la raclée de la soirée, que ça allait se terminer sur 4-5-0 parce qu'à Almaty, je trouvais qu'ils étaient assez faibles. Il y a le match contre le Real, ok, parce que là, il y a je ne sais combien de dimensions d'écart. Il y a eu la dimension aussi prise, enfin la claque reçue du côté du Sporting. Et le match à domicile contre Pafos à 11 contre 10, où ils passent à côté et limite c'est pas fausse qui a les meilleures occasions. Donc je m'attendais à ce que l'Inter leur roule dessus. Alors ils ont gagné, mais c'était pas un grand Inter. Donc de quoi laisser peut-être des petits regrets à Almaty, mais c'est bien pour eux parce qu'ils s'offrent un match de prestige à Giuseppe Meazza avec Ofri Arad qui marque sur corner. T'as Lautaro et Carlos Augusto qui plantent. Mais l'Inter, c'était pas trop ça. C'était un match où t'as fait un peu tourner, où t'as essayé d'aller chercher l'essentiel. Fratesi, j'ai vu que c'était assez maladroit, donc un peu inquiétant. Je pense que Tchahanoglu, c'est quand même d'une bien meilleure facture. Avec là, tu vois, t'as quand même du Boban parce que t'as Soucic, un joueur que j'aime beaucoup. T'as Thuram qui est de retour, Boni qui fait un bon début de saison, Akanji également. Par contre, les joueurs qui arrivent de Ligue 1, Luis Enrique et Andy Diouf, j'ai l'impression que ça se passe pas dingue. Andy Diouf, je crois qu'il a extrêmement peu joué. Il n'est pas fait une seule minute en LDC. Il a fait 26 minutes en Serie A. Il n'y a même pas de coupe. Donc c'est quand même tendu pour lui, quoi.
Et à voir, hein, parce que pour le coup, Andy Diouf, si t'as un club de Ligue 1 qui veut un petit prêt sympa cet hiver, tu vois par exemple Nice qui a un souci d'infirmerie, un Andy Diouf en prêt, ça se tente. Ça peut être une belle option pour eux, quoi. On continue avec une nouvelle performance, piètre performance de l'Ajax qui s'incline 3-0 contre Osimhen. Osimhen qui marque 2 pénaltys, qui marque également un autre but et qui confirme sa forme resplendissante. Osimhen, c'est juste fou les stats de ce gars-là. Vraiment, il y a 6 buts en 3 matchs. Il a manqué le premier, il avait une blessure avec le Nigeria. Mais ce gars, ce qu'il a fait avec Galatasaray, je pense qu'il va falloir qu'on se pose sur ses stats parce que ça va être assez lunaire. 46 buts, 8 passes D en 52 apparitions. C'est un ratio qui est fou, quoi. Vraiment, quand il est comme ça, c'est un attaquant, ouais, pour moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Kristovic, Osimhen, il va peut-être être un tout petit peu en dessous, mais il peut atteindre, est-ce qu'il peut manger à la table d'Haaland, Kane, tout ça? Mais il a un truc pour les rejoindre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand il est en pleine forme, quand il est dans un bon mood, Osimhen, il peut les tutoyer, ces gars-là. Le souci, c'est que des fois, peut-être des mauvais choix de carrière, peut-être que l'année post-titre de Naples a fait du mal à tout le monde. Mais Osimhen, moi, à chaque fois que je le vois, je suis marqué par sa capacité à être tellement dominant à la surface, à faire du mal à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. En plus, il y a un match avec le Nigeria qui arrive contre le Gabon pour peut-être envoyer les Super Eagles en Coupe du Monde. Donc on sait que Osimhen aime bien ce costume de sauveur. Mais ouais, à chaque fois que je tombe sur ces matchs, je suis bluffé parce qu'il réussit toujours à se mettre au bon endroit de la surface, le geste qu'il faut. Ah, c'est un attaquant qui ferait du bien à tout le monde, quoi. Ouais, et Arsenal est titulaire, et pourtant Arsenal pour être titulaire aujourd'hui, c'est délicat. Il est titulaire à Chelsea, à United en attendant que Sesko prenne son envol, il aurait été également titulaire. En fait, il est titulaire dans quasiment tous les clubs de PL. Si tu considères que Liverpool a pris Isaac et Ekitike de grosses sommes, et bon, sur l'instant T, oui, Osimhen est meilleur que les deux, et à part City qui a Haaland, en fait, il est titulaire partout, le gars. Et dans les autres clubs européens, au Barça, je pense qu'il l'est. L'Inter, j'aime beaucoup le duo Thuram-Martinez, ça me fait du mal, mais il peut se faire une place. Après, est-ce qu'il est mieux tout seul? J'ai l'impression que c'est plutôt un attaquant justement de 4-3-3 ou d'être un peu isolé à ce poste de numéro 9. La Juve est titulaire, le Milan est titulaire, l'Atlético, aux côtés d'Alvarez, ce serait pas mal ce duo quand même, hein. Il a de la gueule. Hein. Au Bayern, il y a Kane, donc non. À Dortmund, Guirassy a fait de très belles choses, mais Osimhen c'est devant, donc ouais, en fait. Et à Paris, alors, le pari de l'an dernier avec Dembélé repositionné en 9, bah non, parce que tu gagnes la LDC avec lui. Par contre, le PSG actuel, après, bon, je pense que dans le PSG actuel, il y a beaucoup de joueurs là de ce Galatasaray que t'envoies. Tu dis, allez, venez faire le nombre, hein, les gars, on a besoin, hein, sinon on va déclarer forfait, quoi. Mais ouais, bravo à Galatasaray qui finalement s'en sort avec une nouvelle victoire. Ça fait 9 sur 12. Ils vont pouvoir. En fait, le problème, enfin, je vais pas dire que c'est un problème, mais Galatasaray, de base, quand tu prends l'équipe chaque début de saison, quand tu vois les noms, quand tu vois évidemment l'engouement, ce que cette équipe peut réussir à faire à domicile et pourquoi pas des coups extérieurs, ça a une bonne tête d'outsider. T'as envie d'y croire à ce Galatasaray. Mais on a vu beaucoup de soucis, qu'ils n'ont pas su confirmer. Et le premier match, ils en prennent 5 à Francfort. Tu dis, ah, encore une fois, ils vont retomber dans leur travers. Et là, pour le coup, ils ont gagné contre Liverpool à la maison. Ils ont enchaîné par une victoire contre Bodo. Là, ils vont enfin gagner aussi à l'extérieur. Donc non, c'est vrai que c'est une équipe qui peut embêter beaucoup de monde. Tu vois, ils ont des joueurs genre Wilfried Singo. Monaco a besoin d'argent, ok, mais ce gars-là aurait dû rester en Ligue 1. Enfin, même en PL, que personne soit allé chercher, c'est une folie, quoi. Donc ouais, ils performent bien, Galatasaray. Ils vont chercher les points qu'il faut, ils se régalent. Et alors en face, c'est plus que la soupe à la grimace, là. C'est la soupe aux moisis, il n'y a plus grand chose à sauver. Encore une fois, l'Ajax nous déçoit. L'Ajax, je sais même plus quoi dire sur cette équipe, qui même en championnat, parce que c'est pas seulement ça, c'est même en championnat, tu vois, ça va au petit trot, ça fait 5 victoires, 5 nuls, une défaite. C'est déjà relégué à 8 points du Feyenoord, donc même d'un point de vue comptable, c'est pas, tu vois, c'est pas critique, mais en Ligue des Champions, c'est dur de voir une équipe. On a eu une vraie affection pour eux lors de l'épopée 2019. Il y a toujours des joueurs qui sont passés par là-bas. On s'est dit waouh, genre les coups douces, tout ça. Mais là, l'Ajax d'aujourd'hui, c'est dur de s'enflammer pour ça, quoi. Et mon petit doigt me dit qu'on en reparlera sur la chaîne YouTube. Restez connectés. Je pense qu'il y a peut-être un petit truc qui se prépare, ouais, parce que forcément, ici, on aime bien rebondir sur les sujets d'actu, s'éloigner du top 5 européen. Et avec l'Ajax, je pense qu'on a quelque chose à trouver qui va être sympa. On continue avec ce Newcastle Athletic Bilbao et j'espère que vous avez vu le but de Dan Burn, incroyable.
Dan Burn qui a mis un enroulé de la tête. Il y a un coup franc qui arrive côté droit, lui il est côté gauche, un peu isolé. Dan Burn qui fait 1m95, il a réussi à mettre un coup de tête comme ça en mettant vraiment un enroulé petit filet opposé qui est fantastique. Donc assez fabuleux de la part de Dan Burn ce geste. Et Newcastle qui confirme encore une fois qu'en Ligue des Champions cette saison ça tourne bien. En même temps quand tu vois l'équipe, c'est vrai que c'est un peu, je vais pas dire la même chose que Galatasaray, mais ça peut être un poil à gratter. C'est pas simple d'aller jouer à St. Park, on l'a vu pour beaucoup d'équipes. Tu peux te casser les dents sur ça. T'as un milieu de terrain qui se connaît par cœur, Guimarães, Tolai, Joelinton. Devant, t'as eu la paire d'Isaac, mais finalement, je trouve que Voltemat s'adapte très très bien. T'as des poisons sur les côtés, Barnes, Gordon, et Langa qui fait pas un début de saison dingue, mais qui peut à tout moment trouver le déclic. Et là, pour le coup, ça peut apporter beaucoup à ce Newcastle-là. T'as un petit peu de banc avec Lewis Millet, Jacob Ramsey, Murphy, Lewis Hall. T'as aussi du Joe Willock, du Fabian Schär qui reste là. Mais j'insiste, la tête de Dan Burn, j'ai été waouh! C'est quoi ce coup de pétard qu'il a envoyé avec son crâne, le mec, assez fantastique. Et côté Bilbao, je crois que la situation n'est pas dingue, non, au niveau du classement, parce que Bilbao, on les voit pas là, non? Bilbao qui a pris une victoire, c'était contre Karabag, qui a 3 points. Bilbao, qu'est-ce qu'ils vont faire un petit peu? Ça dit quoi les prochaines sorties pour les Basques? Du coup, tu vas au Slavia Prague, ok. Tu reçois le PSG. Attention, ça va être tendu. Ensuite, tu vas à l'Atalanta et tu reçois le Sporting. Faut trouver quand même 2 victoires là-dedans. Sporting à la maison, pourquoi pas. L'Atalanta, c'est pas impossible. PSG, même si c'est un PSG qui sera encore diminué avec pas mal d'absents. Ça va à Prague. Ils peuvent, mais peut-être que ça va être chaud, quoi. Ça va être tendu, quoi. T'as eu des retours de tes amis arbitres? Très bonne question, je regarde. Ah oui, apparemment, oui, c'était penalty pour eux tous les jours. Donc voilà, j'ai aussi une confirmation de mes amis arbitres qui me disent que c'est un peu abusé ce qui s'est passé au Vélodrome, quoi. Ouais, Bilbao, c'est vrai qu'ils ont une grosse hécatombe. On a parlé de l'absence de Nico Williams. T'as l'autre frère Williams qui était pas là. T'as Laporte qui est resté sur le banc. C'est vrai que ça commence à faire quelques beaux noms qui manquent à l'appel pour cette équipe. Donc à voir comment ça va se passer. En championnat, ils sont 11e. C'est vrai que c'est pas un début de saison qui est fabuleux pour eux, quoi. Autre cancre après l'Ajax, c'est Benfica. Alors, j'ai vu certaines situations. Je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas marquer. Ils ont eu pas mal d'opportunités. Le quatuor, Luque Bacchio, Barreiro, Soudakov, Pavlidis, on a loupé pas mal. Surtout Luque Bacchio, un joueur que j'aime bien pourtant et qui c'est même plus bouffé la feuille de match. Là, c'est le supplément, salade, tomate, oignon, la petite sauce blanche. Tu demandes au chef un supplément feta. Et là, ta feuille de match, mais tu te fais vraiment le classique de la semaine, quoi. Et là, vraiment, il l'a démoli. Et Benfica, c'est ouf parce que sur le papier, quand tu prends le mercato, quand tu prends les noms de cette équipe avant la saison, Pavlidis, c'est un attaquant que j'aime beaucoup. T'as Trubino Cash, qui est un jeune gardien qui peut encore. Enfin, il y a beaucoup de motifs d'espoir et le truc où tu dis, tu peux t'emballer pour ce Benfica et ça fait 0 sur 4. 4 défaites. Mais c'est terrible. Alors, bien sûr, il va y avoir le match des cancres, là, le Ajax-Benfica. Tu vas avoir également la réception de Naples. Compter en Ligue des Champions, c'est pas impossible, mais attention, tu vas à la Juve et tu reçois le Real. En vrai, il y a un monde où ça fait 0, mais pour aller perdre contre cet Ajax-là, faut le faire. Mais c'est vrai que Benfica nous a habitués souvent à faire des huitièmes d'écart, des bons parcours. Et là, ils passent totalement à côté de la plaque. C'est assez terrible pour eux. On sait qu'il y a un changement un peu, pas politique, mais il y a des élections au Benfica, que Rui Costa, joueur de légende, mais dirigeant qui n'a pas l'air d'avoir fait que des bons choix, est sur la sellette. Donc je pense qu'on est sur une période de transition. C'est Mourinho le coach. Mourinho en 2025. Merci pour tout, hein. Le Special One, les années 2000, 2010, les mêmes, les gifs, tout ce que tu veux. Mais là, je pense que it's time to go, hein. Je pense que Mourinho, à moins, comme on l'a dit souvent, qu'il devienne coach de sélection. Et là, pourquoi pas? En vrai, ça pourrait être une bonne solution pour lui. Et en plus, ce Leverkusen qu'on a pris 7 contre le PSG, pas marqué contre eux, c'est un petit peu fort de café. Patrick Schick qui marque son petit but. Et finalement, Leverkusen qui remonte au classement, j'ai l'impression, parce qu'eux aussi, ils avaient peut-être souffert un petit peu. Ouais, ils sont à 5 points, donc ils sont 21e pour le moment, quoi.
Le bon Pafos Villarreal, un petit mot là-dessus. Voilà, efficacité maximale. On n'est pas loin d'un scénario à la Celtic Barça, mais pour le coup, ce Villarreal-là n'a pas les attaquants du Barça à l'époque. Et je sais pas pareil comment ils ont fait pour avoir autant de loupés. Mikotadze en a. Il y a également Pepe qui en loupe. Il y a Pérez. Il y en a un paquet qui sont passés à côté de ce rendez-vous. Et finalement, un match qui était accessible pour eux. Villarreal se retrouve 32e avec un point. Pareil, Villarreal, ça déconne totalement. En vrai, l'an dernier, la seule dinguerie majeure de mémoire, c'était Leipzig qui était hors du top. Et Leipzig, tu vois, qui était bas. Sinon, c'est vrai que tu avais des équipes du top 5 européen, mais qui revenaient en Coupe d'Europe, comme Gérone, comme Bologne, comme Stuttgart. Donc, à la limite, petite excuse du réapprentissage. Mais là, tu vas peut-être avoir quand même des équipes. Benfica, Ajax, Villarreal. Potentiellement la Juve, Marseille, Bilbao, qu'il y en a qui sont en danger, ouais. Donc attention, ça peut aller très très vite dans cette histoire. Mais coup de chapeau à Pafos, comme je l'ai dit en introduction, parce que cette équipe, elle a eu des scénarios un peu fous pour l'instant, elle s'est souvent retrouvée en infériorité numérique, elle a pas lâché, elle a une grosse défense avec le gardien qui a un masque, qui a tout repoussé, Sunjic au milieu de terrain qui a été monstrueux, ce Derrick Lucassen qui a marqué un but, et quand je vous le dis, à chaque fois que je tombe sur ces matchs, je me dis waouh, enfin comment ce gars-là, 30 ans, 1 million d'euros de valeur sur Transfermarkt, enfin. C'est vrai que la Ligue des Champions, c'est aussi une vitrine pour exposer certains héros méconnus. Et ça, j'ai l'impression que Pafos saisit cette lumière. David Luiz aussi, qui a 38 ans, fait encore des matchs voilà, plus que corrects. C'est un David Luiz qui est meilleur que celui d'Arsenal. Bon, en même temps, c'était pas difficile à l'époque parce qu'il se plantait souvent. Mais non, c'est vrai que cette équipe de Pafos, elle a ce petit truc. Et je pense que cette victoire contre Villarreal, c'est une très bonne nouvelle pour Monaco parce qu'ils savent qu'ils vont pas affronter des rigolos et que même si sur le papier c'est accessible la victoire, il faudra pas les prendre à la légère parce que j'ai l'impression que beaucoup les ont un peu sous-estimés et que ce Pafos là qui a un coach qui est par contre très attachant, Carcedo, j'aime bien ce qu'il propose, qui est également ancien adjoint d'Arsenal, donc pour le coup ça peut être un entraîneur à suivre. Et c'est vrai que Villarreal fait un bon début de saison en Liga, ils ont un bel effectif avec Gay, Parreiro, Pepe, Moreno, tout ce que tu veux, mais attention parce que j'ai l'impression qu'en LDC ça coince sérieusement quoi. Donc on va voir ça. Et puis dernier mot, le Karabakh Chelsea avec comme toujours cette équipe azérie qui est surprenante, qui va chercher des points. Là on s'attend pas forcément, et Chelsea qui a ouvert le score. Très très belle séquence entre André Santos et Estevao. Estevao pareil, hein, comme toujours, cette génération de 2007 qui donne le tournis. Le but est vraiment super beau, avec cette frappe premier poteau, petit coup vraiment bien inspiré pour tromper Kochalski. Et finalement, Chelsea, on sait où il y a des errements défensifs. Là, pour le coup, c'est le pauvre Jorel Lato qui a été coupable sur le premier but, sur le penalty concédé, qui a passé un mauvais moment. Heureusement, tu as Garnacho qui a égalisé et que Chelsea ne repart pas de Karabakh avec une défaite. Ça aurait été quand même assez désastreux. Mais je crois qu'il y a un Chelsea-Barça qui va pas tarder à arriver, non ? Tu vois, le 25 novembre, un bon classique de la LDC comme on aime, Chelsea-Barça. Chelsea va aussi à l'Atalanta. Reçoit Pafos et va à Naples. Bon, ils seront dans les 24 quoi qu'il arrive, mais tu vois, s'ils gagnaient ce soir à Karabakh, je pense qu'il y avait un vrai monde où ils étaient parmi les tout meilleurs. Hein. Franchement, c'est dommage parce que ça joue à pas grand-chose pour eux, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Le Ajax Benfica, je pense qu'on sera tous là. Hein. Ça, c'est sûr. Sinon, non, le pauvre Romeo Lavia, parce que quand même, Romeo Lavia, vrai talent, indiscutable. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus sur ce qu'il peut dégager comme joueur, comme personnalité, balle au pied, mais malheureusement le physique le lâche encore une fois. Je crois que depuis qu'il a été lancé en pro, il a une moyenne de 13 matchs par saison. Alors c'est vrai que ça reste un jeune joueur, il a 21 ans, mais c'est encore une rechute physique qui sort au bout de 3-4 minutes. J'ai peur que ce soit le Abou Diaby d'Arsenal, et je le dis avec le Abou Diaby de Chelsea, et je le dis avec beaucoup d'affection, parce que Abou Diaby, c'est un joueur que je tiens en immense estime, et je pense que Lavia a tout pour faire une belle carrière, sauf le physique. J'ai l'impression que ça lâche trop souvent, donc là, pour le coup, je suis un peu pessimiste. J'espère qu'il trouvera soit le bon remède, soit le bon médecin, soit enfin un petit peu de stabilité pour enchaîner, mais là, c'est le genre de rechute où je me dis... Attention à lui, ça fait de la peine, quoi. Le calendrier de Karabakh, bien sûr, mon cher. Le calendrier de Karabakh. Karabakh qui va à Naples. Alors, Naples, s'ils le font pas là, faut tout arrêter. Pourtant, c'est bien parce que Karabakh a pris de la confiance et peut aller titiller ce Naples-là. T'as Karabakh-Ajax. Donc, très clairement, là, on sait qui est favori. T'as Karabakh-Francfort et tu vas à Liverpool. Donc, pour moi, Karabakh,
bah, ils vont aller prendre les points et Qarabağ sera parmi les 24 premières équipes. Et en vrai, c'est vrai que pour eux, ce sera une sacrée perf parce que je pense que parmi toutes les équipes qu'on deviné dans les derniers, t'as sans doute Copenhague, le Kairat, Paphos, peut-être le Slavia. Et je pense que Qarabağ avait une bonne tête de 30e et ils surperforment très très bien. Donc c'est une vraie belle surprise pour eux avec encore une fois des joueurs qui, bah, on a un petit passif, hein, Abdallah Zoubir qui est passé par Lens. On a également Emmanuel Adaï, un joueur qui a connu une trajectoire assez dingue parce que c'est lui qui est passé par Bobigny il y a 3-4 ans de mémoire. Ouais, il était à Bobigny, il est sorti de la JMG Bamako, de l'académie Jean-Marc Guillou. Il était à Bobigny jusqu'en 2022 et 3 ans après, il joue la LDC. Donc bah, rien d'impossible, les gars. Voilà, c'est le genre de trajectoire où tu dis ah, c'est quand même pas mal ce genre de dynamique pour un joueur. Et chapeau à Qarabağ. Bah écoutez, on va se revoir peut-être juste le programme de la prochaine journée. Oh, les amis, est-ce que c'est pas incroyable ça? Juste après la trêve internationale, le Nulico qui sera à 18h45 en même temps que le gala USG. Mais je pense que ce match-là de la peur, on va tous se brancher dessus. On a également du coup la journée de mardi, Bodo Glimt Juve, Naples Qarabağ, Marseille Newcastle, Dortmund Villarreal, Chelsea Barça, City Leverkusen, Slavia Prague Bilbao. Pas mal franchement cette journée, surtout Marseille Newcastle et Chelsea Barça. Ça va avoir le coup de se poser devant. T'as également Paphos Monaco, lendemain, Copenhague Kairat à 18h45. Donc c'est bien, on va pouvoir voir les deux matchs des clubs français. Ensuite, 21h, Olympiakos Real, Sporting Bruges, Francfort Atalanta, Liverpool Eindhoven, Atlético Inter, Arsenal Bayern, PSG Tottenham. Et mais la journée du 26, elle est waouh. Enfin, Atlético Inter, Arsenal Bayern, PSG Tottenham, en sachant que tu as aussi Liverpool et Real qui jouent. Ok, c'est quand même assez savoureux ce qui nous attend. On a hâte, on a grandement hâte d'y être. Les amis, merci à vous tous d'avoir suivi ce débrief. Je vais pas pouvoir faire plus long, même aller voir l'Europa League et tout. Je dois me lever tôt demain matin, donc désolé d'écourter peut-être un petit peu. Mais merci à tous tous ceux qui ont fait partie bah, voilà, de cette émission. Évidemment, on sait que demain, l'OL diminué privé de Tolisso va jouer aux bêtises, donc l'OL qui risque de bien faire tourner, je pense que ça va être quelque chose. Nice qui va à Fribourg, on va espérer pour eux enfin qu'ils brisent cette malédiction en Europa League parce qu'il est temps. Lille qui va à l'Étoile Rouge et Strasbourg qui joue les Suédois d'Aken. Donc voilà, vous avez le programme pour les clubs français. Nous on se retrouve du coup sur la chaîne YouTube soit vendredi soit samedi pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un beau teasing, je pense, au cours de l'émission, ça a échappé à personne. Et puis sinon, le traditionnel débrief Ligue 1, le dimanche soir, juste après l'OL PSG. Donc passez une très bonne soirée, bonne nuit à tous, bon courage pour le taf demain. Et puis on se dit à très très vite pour de nouvelles émissions. Salut à tous les boss.